Bonjour et bienvenue dans le podcast Clever Talk. Aujourd'hui, nous allons recevoir Paul Bachelier, le cofondateur et CEO de HireSuite. Nous allons décrypter avec lui ce qu'est un ATS, quels sont les algorithmes et comment aujourd'hui vous pouvez vous positionner sur le marché du travail du mieux possible. Alors, à très vite. Bonjour Paul, bienvenue dans le podcast Clever Talk. Ravi de te recevoir aujourd'hui. On a la chance d'avoir une personne qui est en train de redéfinir les lignes du HR Tech et tu vas pouvoir nous en dire plus, nous dévoiler les dessous des cartes, qu'est-ce qui se cache derrière un ATS, derrière un algorithme et nous expliquer toutes ces notions pour accélérer le retour sur le marché de l'emploi des femmes aujourd'hui et de leur carrière. Alors, bienvenue et ravi que tu te présentes aujourd'hui. Merci Jennifer, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Paul, j'habite à Paris mais je suis originaire de Bretagne et j'ai arrêté dans le monde de recrutement un peu par hasard. À l'origine, j'ai fait une école de commerce et j'ai eu un background plutôt en finance, puis j'ai travaillé rapidement chez Criteo dans la publicité en ligne. Je voulais monter mon entreprise et en fait, c'est une sorte de rencontre. On s'est associé à 3 personnes, dont un data scientist et on a cherché, une opportunité, une entreprise à monter. On avait identifié plusieurs secteurs comme ça où il y avait, de la donnée dans laquelle on pouvait un peu optimiser pour faciliter la vie des gens. On a identifié notamment l'immobilier, la recherche, d'appartements et la recherche d'emploi. Et finalement, on a choisi la recherche d'emploi presque par hasard au début, mais maintenant ça fait 8 ans qu'on travaille dessus et on est super content d'avoir choisi ce secteur-là parce qu'en fait, on change vraiment la vie des gens. C'est un secteur très humain et voilà. Et donc on a eu plusieurs vies un peu dans l'entreprise. On a commencé en tant que cabinet de recrutement semi-automatisé. C'est là qu'on a développé tous nos algorithmes de matching. Donc moi, j'ai dirigé ce cabinet pendant 5 ans. C'était une manière accélérée d'apprendre le métier de recruteur, de rencontrer plein de candidats, plein de clients. C'était, génial et en fait, dans le cadre de cette activité-là, on a développé nos outils pour répondre aux besoins des candidats, des clients, et depuis 4 ans, on est devenu éditeur logiciel. On réutilise ces outils-là, qu'on met à disposition d'autres acteurs pour, faciliter le recrutement. Donc on est devenu un ATS plus CRM pour l'industrie du recrutement. Super, c'est une évolution qui est, finalement assez naturelle parce qu'au départ, vous avez commencé par le service et vous êtes transformé avec des insights clients. C'est ce qui Exactement, c'est la trajectoire que vivent beaucoup de boîtes, de manière plus connue que nous, Lemlist, ils ont commencé comme ça, Agence, ils sont devenus produits et cetera. C'est une trajectoire assez classique en effet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en des termes simples, qu'est-ce qu'un ATS aujourd'hui et comment ça fonctionne sur, le marché français? Ouais, alors, un ATS, l'acronyme est pas très heureux, ça veut dire Applicant Tracking System. C'est pour traquer les candidatures, mais je pense que c'est pas vraiment le mot à jour. Globalement, il faut voir ça comme souvent les gens connaissent un CRM, Customer Relationship Management, qui est pour gérer ses clients. En fait, c'est, l'équivalent d'un CRM pour les départements recrutement. C'est là qu'ils vont traiter tous les candidats, donc que ce soit les candidatures entrantes, les personnes qui vont chasser, les personnes qui sont issues des cooptations. C'est leur logiciel dans lequel ils passent toute leur journée sur chacun des postes, voir où en sont les candidats. Donc voilà, c'est un outil hyper important pour les recruteurs. Il y a plusieurs, acteurs, on essaie d'en mettre un pour certains acteurs spécialisés. Heu, Et justement, quels sont les acteurs spécialisés que vous avez, visés? alors nous, on est vraiment pour les professionnels du recrutement, donc pour les cabinets de recrutement, pour les acteurs de l'intérim, un peu pour les sociétés de conseil également. Et voilà, on va très peu adresser toutes les entreprises finales, donc tout ce qui est PME, grands groupes ou alors avec une partie de notre produit, mais c'est beaucoup moins notre target. OK, et aujourd'hui, vous faites face à beaucoup de concurrence ou c'est un marché qui est plutôt, stable, stagnant, en déclin? Comment tu pourrais décrire, ton écosystème? Alors non, le marché, il est en forte croissance. Les gens veulent s'équiper. Il y a de plus en plus d'équipements, en IT, en SaaS, voilà. Après, c'est un marché qui est effectivement très fragmenté. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, chacun sur différentes spécialités. Il y a des études qui montrent qu'il y a plus de 150, ATS, en France. Après ATS, c'est un bien grand mot pour mettre plein de choses. Donc il y en a pour l'hôtellerie, il y en a pour la restauration et cetera. Il y en a pour tous les secteurs. Après, il y a un des sous-jacents du marché, mais c'est assez local. Le monde du recrutement, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus figé. C'est très lié à l'économie réelle, donc l'économie réelle est un peu moins bien en ce moment, donc il y a moins d'emplois, mais si on regarde sur le long terme, l'économie progresse et je suis sûr que ça va repartir à la hausse, donc le marché, progresse. Ouais, donc toi, tu es assez positif sur, les issues. Tu penses que ça va aller dans le bon sens et qu'il faut plus le voir sur un temps long, versus, être accroché à voilà, à cette dynamique un peu géopolitique, l'avènement de l'IA. Est-ce que tu penses que l'avènement de l'IA a pu changer les profils qui étaient recherchés? Parce que toi, tu as vu aux différences. Comment tu verrais l'impact de l'IA aujourd'hui, dans ton métier? Alors moi, je suis souvent, optimiste, un peu tout le temps. Après sur le temps long, je pense que c'est difficile de se tromper et de dire que ça va repartir à la croissance. Après sur le temps court, il y a des gens qui souffrent, en ce moment, il y a des situations difficiles, il y en a qui vont pas réussir à passer cette,
crise, si on peut poser le mot crise. En tout cas, je pense que ça l'a été, en 2024 et début 2025. Là, il y a des rumeurs de début de sortie de crise, faut voir. En tout cas à l'étranger. En France, ça prend un peu plus de temps toujours. Et après, oui, l'IA est un bouleversement énorme, dans tous les secteurs, mais en particulier dans le secteur du recrutement. Forcément, les profils, évoluent, les compétences qui sont attendues ne sont pas les mêmes. Les entreprises peuvent avoir tendance à un peu moins recruter et à chercher à automatiser certaines tâches. Alors celles qui ont vraiment gelé leur recrutement pour, confier ça à l'IA en reviennent un peu pour l'instant, mais sur le long terme, c'est quand même la dynamique qui va s'accélérer. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde sera au chômage. Moi, je crois plutôt au fait que tout le monde travaillera un peu moins peut-être, Ah oui. mais ça, on verra, c'est des projections. C'est une très belle vision. Donc ça veut dire que, toi, tu vois que les profils de candidats qui vont davantage se démarquer, sortir du lot, sont des profils qui vont être, comment? Plus adaptables, qui vont, plus pouvoir se former, être dans une formation constante. Quels sont ces profils qui arrivent justement à sortir leur épingle du jeu? Bah, les profils les plus prisés en ce moment, c'est ceux qui, savent développer l'IA, donc les fameux développeurs IA, ceux qui ont des formations très scientifiques et cetera. Mais là, on parle de 0,1 de la population française. Donc, ceux qui ont eu la chance de faire les bonnes études là-dedans, mon associé a fait l'ENS, elle est très fort là-dedans. Voilà, je sais que c'est des profils très prisés. Après, je pense que tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Personne n'est parti avec une avance. Il y a très peu de gens qui sont depuis 15 ans dans l'IA. Donc, ce qu'il faut, c'est juste effectivement être adaptable, curieux, s'y intéresser. Voilà, ne pas être réfractaire à la nouvelle technologie. Mais ça, je pense que c'est tout le monde est capable de l'être, et voilà. Et après, se former un peu sur son temps perso, y montrer de l'intérêt et tout le monde, mais les entreprises effectivement chercheront cet, attrait pour cette technologie. OK. Et donc, vous, vous utilisez quel type de base de données? Parce que tu nous as parlé tout à l'heure des bases de données. Est-ce que c'est des bases de données en propre ou est-ce que vous allez les sourcer sur LinkedIn? Comment vous procédez pour avoir ces données, qualifiées? Alors nous, on va se baser sur les bases de données clients. En général, on arrive chez nos clients, ils ont déjà une base de données, qu'ils ont accumulée au cours des années. Le cabinet de recrutement, c'est souvent sa richesse. Ça fait, 15 ans qu'il est là, il est sectorisé sur, une géographie, un secteur, il connaît très, très bien son marché. Et donc, il est assis comme ça sur une mine d'or de candidats, mais souvent, elle est très sous-exploitée. Donc nous, c'est là qu'on arrive et effectivement, on va traiter de cette donnée. Donc on va ingérer des CV, des profils LinkedIn ou autres. On va les rafraîchir, les enrichir. Donc les enrichir, c'est-à-dire les faire parler. Souvent, il y a des noms d'entreprises, voilà, on sait qu'il a travaillé chez Total, mais est-ce que Total, on sait que c'est l'entreprise, du oil and gas ou choses comme ça, qui est plutôt une grande entreprise basée à la défense. On va enrichir les CV et après, on va faire des matchings. C'est-à-dire qu'on va révéler des opportunités. Donc s'il y a des postes ouverts, on pourra dire, bah, ces 10 candidats de ta base, ils correspondent, ou à l'inverse, partir d'un candidat et dire ces projets correspondent. Voilà, donc on part vraiment des bases des candidats, mais on fait un travail d'extension de ces bases-là, pour ensuite révéler des opportunités dans ces bases. Et quels sont les ratios de masse de data que vous gérez aujourd'hui, par client? Ils sont plutôt autour de combien de C'est très variable, le petit recruteur le petit cabinet, le petit recruteur individuel, ça se compte en quelques milliers de candidats. On mmh, peut partir de son réseau LinkedIn, par exemple. En revanche, quand on travaille avec des gros acteurs de l'intérim, là, ça compte plutôt en millions de CV. d'accord. Et vous avez la même capacité de traitement et de précision dans le traitement? Bah, c'est le travail de notre équipe technique qui fait du bon travail là-dessus, effectivement, mais oui, oui, c'est une architecture, très scalable. Et donc, dans cette action de vouloir, avoir davantage de précision, est-ce que vous utilisez l'IA et dans quelle mesure vous pouvez vérifier, que les filtres qui sont appliqués ou qu'il n'y ait pas trop de biais, de la machine? Est-ce que vous pouvez contrôler, cette partie-là du process? Oui, tout à fait. Et alors nous, depuis la création d'entreprise en 2016, on utilise l'IA là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, mon CTO, on a la chance qu'il ait été formé là-dedans, il a fait l'ENS sur ces sujets et depuis le début, il a eu l'intuition que, avant même que ça soit, légalement obligatoire, qu'il faudrait que ce soit très explicable, que ça serait une des conditions de notre succès, que les résultats puissent être compris. Donc là-dessus, on a toujours fait attention à ce qu'il y ait aucun biais possible et à ce qu'à chaque fois que la machine, enfin que nos algorithmes ressortent des résultats, on puisse exactement comprendre pourquoi un profil a été, identifié. Donc typiquement, on utilise assez peu les nouveaux modèles de LLM qui, eux, ont le problème d'être assez peu explicables ou de deep learning. C'est plutôt nous, des algorithmes de machine learning, beaucoup d'algorithmes de machine learning superposés. Et donc on va être capable d'expliquer chacun des critères, le nombre d'années d'expérience, les qualifications, les compétences, la localisation. Chacun, ça va être des sous-scorers qui vont être explicables. Et le problème de pas faire ça, c'est qu'on perd vite le contrôle de la machine et on le sait, il y a des études qui ont montré que quand Amazon a fait ça, ils se sont retrouvés à recruter, moins de femmes, qu'il y a certains algorithmes qui ont fait des corrélations entre le fait de parler chinois et d'être meilleur en mathématiques, voilà. C'est des choses bon, nos algorithmes sont pensés de telle sorte que c'est impossible. Ils n'ont pas accès aux données sur, le genre, l'orientation, sexuelle, l'orientation politique. Elle est même pas collectée, mais de toute façon, ils n'y ont pas accès si jamais elle y est. Ils peuvent pas s'entraîner sur le prénom des candidats, par exemple.
Ouais, ça, on fait très attention et de toute façon, maintenant, c'est devenu légalement obligatoire. Il y a l'AI Act qui est passé depuis quelques années maintenant, donc tous les systèmes doivent être audités, là-dessus. Et c'est bien, donc vous avez passé en amont à avoir cette partie éthique de gestion de la donnée et d'éviter les biais parce que c'est vrai que les biais dans le recrutement, sont encore très présents. Est-ce que vous avez un vivier de femmes et d'hommes qui est à peu près équivalent ou vous avez aucune manière de le savoir? Alors, on fournit à nos clients des statistiques sur leur base de données. C'est purement sur la base, des prénoms, donc c'est très imparfait, mais c'est, à l'échelle macro. C'est pour qu'ils puissent se rendre compte des tendances et éventuellement faire des mesures correctives. C'est à l'échelle de chaque client, c'est très différent, donc et je connais même pas le chiffre, donc je pourrais pas te le donner. Quels sont les secteurs qui sont, selon toi en tension aujourd'hui, sur lesquels on peut se positionner, plus facilement parce qu'il y a déjà des besoins et des demandes? Bah, alors, les plus fortes tensions, on se rend compte que c'est dans des postes plutôt, terrain, donc c'est un métier qu'on appelle souvent le métier col bleu. Dans le médical également, il y a très forte tension et après dans la tech, ça fait longtemps, mais il y a également encore des tensions qui restent. Il y a de plus en plus de demandes et même si les formations ont augmenté, ça suit pas encore la demande. Donc je dirais col bleu, médical et les secteurs de la tech. D'accord, et pour un profil plutôt cadre, par exemple, est-ce qu'il y aurait des métiers en tension? Parce que moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont avec des profils généralistes, marketing, communication. Je les incite beaucoup à, aller vers des verticales. Est-ce qu'il y aurait, du coup, voilà, des secteurs qui seraient des secteurs d'activité qui seraient un peu plus prometteurs que d'autres pour ce type de profil? Bon, c'est compliqué, tu me demandes presque une boule de cristal. Bah, tout ce qui va toucher de près ou de loin à l'IA quand même effectivement, c'est ce qui est très prisé par les investisseurs, donc c'est les secteurs qui recrutent le plus en ce moment. Ouais. Hem, le médical effectivement, mais bon le médical c'est quand même plus compliqué de se reconvertir dans le médical du jour au lendemain. Hem, oui c'est ça, je dirais le secteur dans ce cas de l'IA au sens, très large, hein. L'IA ça peut être appliqué à plein de domaines donc je dirais dans tous les domaines et après c'est d'identifier plusieurs entreprises qui ont recours à l'IA pour, avancer dans ce domaine. Mmh. Et quand tu me parlais un peu donc de cette boule de cristal qui c'est vrai, c'est un peu compliqué aujourd'hui de prévoir l'avenir parce que tout est fragmenté, incertain. Hem, je je me suis demandé, qu'est-ce qui t'animait au départ pour pouvoir, créer, fonder, cette société, c'était quoi ta vision? Qu'est-ce que tu avais envie de porter, du coup? Bah, la vision sur laquelle on s'aligne tous les 3, c'est apporter de la data dans un secteur pour faciliter la vie des gens et après, une fois qu'on a traduit le recrutement, c'est utiliser la donnée disponible. Tout le monde a beaucoup de données disponibles, à commencer par son CV, pour faire en sorte que les gens soient au meilleur poste possible pour eux et que les entreprises recrutent les meilleurs profils. Heu, voilà et donc c'est mettre tout ça en musique, essayer de faire, des placements et ce qui est beau, c'est qu'en fait, on dit souvent que quand on arrive à générer un recrutement, on change la vie de beaucoup de personnes à la fois. Bien sûr, celle du candidat, celle de l'entreprise, potentiellement celle de l'intermédiaire, des gens qui ont bossé chez l'intermédiaire donc voilà, c'est un beau jeu de cascade où tout le monde ça fait beaucoup d'heureux quand on fait un recrutement. OK. Ouais, ouais, c'est très, pertinent finalement. Par répercussion, on a, des bienfaits positifs, pour toute la société et moi aussi je suis convaincue que l'équité, en tout cas au travail, et nous faire société différemment, c'est aussi, capital, pour nous. Heu, donc je sais que tu auras pas de boule de cristal, mais est-ce que tu aurais des conseils pour optimiser son CV? Parce que, j'accompagne souvent des femmes qui, voilà, vont avoir, l'envie de montrer de la créativité sur un CV, l'envie de se démarquer. Heu, est-ce que tu prônes le fait, d'être, plutôt créatif ou d'être classique? Comment on fait pour avoir un CV qui se démarque aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on pose la question pour le secteur de la tech ou pour le secteur, pour tous les secteurs en général? Plutôt en général. Plutôt en général, d'accord. Alors déjà, ma première réponse, c'est de ne pas traiter que le CV, mais traiter au moins le LinkedIn de manière au moins aussi importante que le CV. Dans la tech, je dirais même le LinkedIn plus important que le CV. Dans les autres secteurs, je suis peut-être moins pertinent, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, faire son LinkedIn le plus vite possible. Après, c'est vraiment s'adapter à son interlocuteur. Donc, ne pas hésiter même à s'en servir comme une arme pour demander des retours, envoyer à certaines personnes du domaine pour dire: «Voilà, je refais mon CV, qu'en pensez-vous?» Ça peut être des manières de networker au début et après, oui, plus on va être sur des postes créatifs, plus être créatif. Si on quelqu'un qui postule sur des postes de data scientist, peut-être avoir quelque chose de très rationnel, au contraire très très chiffré. Ce que je pense important, c'est de se lancer. Je trouve que j'entends souvent des gens qui me disent: «Non, mais là, je retravaille mon CV» et 2 mois après, ils retravaillent encore leur CV. Ouais. Je trouve qu'il faut se lancer, c'est un processus itératif. Il faut, faire des premières candidatures, quitte à viser des entreprises qui n'intéressent un peu moins au début pour s'entraîner, c'est un peu un muscle, le CV, l'entretien et donc se remettre dans le grand bain, collecter les feedbacks, améliorer, voilà
et repartir, des plus belles. Ouais, tu as dit quelque chose de très important, c'est l'itération et je pense qu'il y a que comme ça qu'on apprend, c'est avec l'action donc c'est hyper, bien que tu puisses le mettre en valeur et surtout ne pas, voilà, voir trop d'enjeux lorsqu'il y en a pas. Essayer de commencer avec, des postes qui seraient à moins d'enjeux possibles pour s'entraîner. Est-ce que tu penses qu'il y a une réalité? Alors on dit souvent que les femmes vont attendre de cocher, au minimum 60 voire 100 d'une fiche de poste avant de postuler. Est-ce que toi, tu as aussi cette, impression, ces retours data sur le fait que les femmes vont davantage, attendre de cocher toutes les cases pour se positionner sur un job? Bah, là-dessus, je lis toutes les études qui sortent effectivement, qui montrent que les femmes souffrent beaucoup plus du syndrome de l'imposteur, que les femmes vont moins souvent, demander des augmentations. Je crois qu'il y a, là où il y a 50 des hommes qui demandent des augmentations en entretien de fin d'année, il y a 30 des femmes, alors que les performances sont au moins équivalentes. Donc effectivement, je pense qu'il y a ça et du coup, ça fait partie des choses aussi où il faut effectivement se lancer dans le grand bain parce que les femmes, quand elles lisent les les offres d'emploi, elles ont tendance à se restreindre et à douter plus sur ce qu'elles ne peuvent pas faire. Là où les hommes, à l'inverse, vont plutôt se projeter et vont se lancer. Je pense que il y a cette différence homme-femme, mais je vois aussi la différence entre certains marchés. Les Américains également ont tendance à beaucoup plus se lancer que les Français. Heu, ouais, donc les femmes françaises par rapport à un homme américain, je pense que c'est très différent, par exemple. Oui et voilà et alors, mon conseil là-dessus serait pas de vaincre son syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est aussi sain de l'avoir parfois, mais c'est peut-être juste en être conscient et se dire: «Voilà, mon collègue à côté de moi qui a la même compétence, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Est-ce que lui postulerait? Est-ce que lui demanderait l'augmentation?» Bah, si je pense que lui le ferait, alors il faut que je me force, que je sorte de ma zone de confort et que je le fasse, moi aussi. OK, merci pour les tips hyper actionnables. On adore parce que c'est vraiment comme ça qu'on veut pousser les gens, c'est avec des tips, vraiment, prêts à l'emploi. Est-ce que tu penses qu'on recrute sur le track record ou sur le potentiel? Heu, je pense qu'on recrute beaucoup sur le track record. Je pense qu'on devrait plus recruter sur le potentiel. C'est toujours plus compliqué à évaluer. Ça dépend aussi des dynamiques de marché. Typiquement, tout à l'heure, on parlait un peu d'un marché plus tendu à l'heure actuelle, donc l'entreprise peut prendre beaucoup moins de risques. Donc ont peut-être plus tendance à, se raccrocher à des choses factuelles, des formations, des expériences précédentes. Après, je pense que les meilleurs recrutements, ceux qui ont, le plus de chances de réussir, de faire fois 10 à l'entreprise, ça va être sur le potentiel. Mais ça, c'est la théorie, c'est pas facile à faire dans la pratique. Mmh. Et donc, aujourd'hui, avec ta vision, du recrutement depuis 7 ans où tu évolues dans cet écosystème, est-ce que tu peux noter des différences avec d'autres marchés? Aux États-Unis, on sait que les profils sont un peu différents et qu'on valorise l'action et l'échec aussi, qui est un peu moins valorisé, en France, sur un CV. Comment toi tu verrais, du coup la France, le marché français du recrutement versus les autres marchés, ne serait-ce que, le marché du Royaume-Uni, de l'Espagne ou de l'Italie? Par rapport aux États-Unis, on attend des gens un processus beaucoup moins linéaire. Ouais. On a vu très bien qu'ils soient partis faire quelque chose pendant 2 ans, qu'ils aient expérimenté plein de choses. On le voit avec au niveau des formations, souvent les gens ont des formations en art, en littérature et peuvent derrière devenir banquier, ça pose aucun problème. Heu, en France, si on veut devenir banquier et qu'on n'a pas fait de prépa scientifique, ça semble un peu plus absurde. On va vite nous poser des questions, creuser, même si c'était il y a 15 ans. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer. Ce qu'il faut, c'est être capable de justifier, de poser une certaine cohérence sur un parcours. Faut pas voir ça comme, ça revient un peu à la gestion de l'échec également. Il faut être capable de justifier de son parcours, de tirer les enseignements de tout. Et après, si le discours est bon, qu'il montre une certaine forme de cohérence, ça ça fonctionne, très bien, je pense. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est assumer ces différences, peut-être même les revendiquer, expliquer pourquoi on a fait telle chose, pourquoi est-ce que le fait d'avoir étudié la littérature peut nous démarquer un peu de toutes les personnes qui ont fait la même prépa maths sur dans une banque d'affaires et cetera et voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. La place des diplômes est quand même un peu moins importante. Heu, les tampons, Big Four ou Big Consulting sont un peu moins importants. Je pense que c'est pour le mieux là-dessus. Ouais, ouais, oui, il y a une petite tendance qui vise, à un peu démocratiser les savoirs parce que de toute façon les savoirs s'ouvrent. On a de plus en plus de formations accessibles en ligne et l'IA, change quand même pas mal la donne. Mais c'est vrai que le réseau est quand même assez important, en France. On le voit, les grandes écoles, permettent davantage de connecter avec les bonnes personnes, décisionnaires plutôt. Est-ce que tu penses que, quel serait le ratio entre postuler à une offre d'emploi via, CV, ATS classiquement et finalement faire jouer son réseau. Comment on peut allouer son temps et son énergie,
Moi, je dis souvent qu'il vaut mieux allouer beaucoup plus de temps au networking que à la manière classique de postuler. Toi, quel est ton avis sur le sujet? Bah, là-dessus, je te rejoins complètement. Je lisais encore une étude, hier. Je crois qu'il y a 5 des candidatures sur un poste qui sont reçues en entretien, là où il y en a 42 qui sont issus des cooptations qui sont reçues en entretien et pareil 42 des gens présentés par un cabinet reçus en entretien. Donc effectivement, il faut mieux essayer de pas rentrer par le site carrière. Après, 5 ça reste beaucoup, hein, parce que les candidatures, il y a des gens qui postulent à 1000 offres et qui sont pas du tout pertinents. Donc, quand on fait des candidatures ciblées, à mon avis, le ratio, il monte vite à 30-40-50 de chances d'être reçu en entretien. Mais quand on vient de la part de quelqu'un d'entreprise, quand on vient de la part du dirigeant qu'on connaît déjà, il y a beaucoup plus de chances. Et après, moi, le networking, je ne le vois pas comme quelque chose à activer un mois avant sa recherche d'emploi. Je le vois plutôt comme quelque chose à faire en continu, un peu comme, l'intérêt pour l'IA dont on parlait tout à l'heure. C'est un peu un muscle, qu'on développe, et faut pas le voir de manière que machiavélique non plus en se disant, «Je ferai un café avec cette personne-là parce que peut-être que dans 3 ans, elle me proposera un poste». Il faut s'intéresser fondamentalement à son domaine. Il y a plein de choses hyper intéressantes sur lesquelles, échanger, et voilà et après, et pareil, pas hésiter à les Américains, ils ont toujours une formule, pay it forward. Donc c'est, faire du bien en avance et peut-être qu'un jour ça retombera, mais peut-être que non, mais c'est pas grave. En tout cas, rendre service à des gens quand on le peut, faire des introductions de notre côté, coopter des gens également et un jour, bah, voilà, quelqu'un vous rendra l'ascenseur, la même personne ou une autre personne. Mais, voilà, donc je vois vraiment le networking comme, effectivement, les gens qui ont fait des grandes écoles sont un peu favorisés, mais après, tout le monde peut, envoyer des messages, LinkedIn, puis, aller à des événements, des meet-up, il y en a tout le temps maintenant et former ça, faire des rencontres. Ouais, ouais, merci encore, c'était hyper actionnable, j'aime beaucoup parce que c'est très concret et on se dit, on se projette bien dans cette situation. On a toujours une possibilité de faire grandir son réseau et on a aujourd'hui tous les leviers donc il y a pas de raison de pas le faire. Alors maintenant, on va passer à la section un peu, questions-réponses vrai ou faux. Je vais prendre mes anti-sèches, je le dis. Hem, donc tu réponds vrai ou faux, si tu veux rajouter une phrase pour cliquer, avec plaisir. Est-ce que tu penses qu'un bon ATS suffit à faire du recrutement inclusif? Faux. Non, c'est une démarche de société, au global et c'est pas le rôle d'un ATS de faire ça, non, effectivement. L'ATS peut permettre de traquer éventuellement les résultats, Mmh. mais pas de faire les recrutements. Est-ce qu'une candidate a un intérêt à rester discrète sur LinkedIn pour éviter d'être cataloguée trop vue, trop voyante, Faux, sauf si elle travaille pour la DGSE, sinon non, au contraire même. On est d'accord. C'est la première manière de networker, c'est de commencer à publier du contenu sur LinkedIn, d'interagir avec d'autres personnes. C'est hyper puissant LinkedIn. Postuler sans répondre à tous les critères, est-ce que c'est OK ou pas? Oui, oui, tout à fait. Il faut le et personne ne les entreprises recrutent toujours des moutons à 5 pattes, tout est une histoire de compromis. Après, beh, il y a parfois des critères, rédhibitoires, il faut faire attention, mais personne ne coche toutes les cases, en particulier les dernières lignes d'une offre d'emploi. Les recruteurs tech lisent-ils encore les lettres de motivation? Je pense que non. Non, faut pas passer beaucoup de temps dessus. Plus de temps sur le profil LinkedIn que sur la lettre de motivation. Est-ce que l'IA peut corriger les biais humains dans un process de recrutement? Corriger, non, je pense pas. Elle peut s'en affranchir, donc elle peut, elle, raisonner sans biais. Après, s'il y a un humain qui repasse derrière et qui met des biais, il y aura toujours des biais en entretien et cetera. La machine, c'est pas souhaitable que la machine fasse passer l'entretien, global. Super, merci beaucoup pour ce moment de questions-réponses. Ça nous donnera davantage de clés, parfois des clés rigolotes, donc c'est super. Est-ce que tu pourrais, pour la fin, nous partager ta vision? Aujourd'hui, quelle serait ta vision un peu d'appréhension du futur du travail, de la tech? Comment tu verrais, voilà, les risques auxquels on peut faire face, pour les années à venir? C'est toujours compliqué ce travail de vision parce qu'il y a 5 ans, je prédisais qu'on serait tous à la semaine de 4 jours dans 5 ans. Force est de constater que je me suis un peu trompé. Il y a quelques entreprises précurseuses, mais il y en a quand même pas beaucoup. Hem, Après si je dois me mouiller, j'aurais tendance à dire que, bah, l'IA va toucher de plus en plus de process, de secteurs, remplacer de plus en plus de process manuels. Donc il y aura peut-être, un peu moins d'emplois, mais encore une fois, moi je ne le vois pas comme, quelque chose de négatif, comme, le fait que ça augmente le chômage. Je le vois plus comme le fait que peut-être que les gens auront besoin d'un peu moins de travailler, que la productivité va repartir. Après je disais, moi je suis plutôt optimiste sur le temps long. Je pense que là, l'économie vit quelques soubresauts, mais qu'à l'échelle de 5-10 ans, ça va repartir en croissance comme ça l'a toujours été et que l'IA a plutôt accéléré ça. Hem Et après sur, les secteurs, ben, on se rend quand même compte que
contrairement à toutes les prédictions, mais c'est pas quelque chose de nouveau, mais que les métiers manuels sont au final beaucoup moins affectés par l'IA que les métiers du savoir ou les métiers cadres au global. Donc il y aura peut-être un retour vers plus les métiers du manuel justement, le fait de vouloir faire du concret, là où, l'humain est encore pas un bon boulanger est pas du tout remplaçable par une, machine à l'heure actuelle. Là où il y a plus de postes, à commencer par, le mien d'éditeur de logiciel qui peut être plus remplaçable par une IA. OK. Et ta vision, résolument optimiste maintenant, qu'est-ce qui te motive dans cet écosystème qui est en plein bouleversement? Heu, Bah, ce qui me motive, c'est que je pense que toutes les tâches, fastidieuses sur lesquelles les gens, aiment moins passer du temps, celles-là pourront être de plus en plus déléguées, à la machine et que donc la combinaison de la machine et de l'humain, ça va pouvoir, aider les gens à se concentrer sur ce qu'ils aiment vraiment. Si je réfléchis au recrutement, souvent un bon recruteur, ce qui l'anime, c'est de parler à des candidats, c'est de parler à des clients. C'est pas de faire, ses comptes rendus pendant des heures, de retravailler des CV, de rentrer 3 fois l'information dans des bases de données différentes. Donc et je pense que ça s'applique à beaucoup de métiers que je connais peut-être un peu moins bien. Donc je pense que l'IA peut être, nous, c'est comme ça qu'on définit l'intelligence logicielle, c'est un super assistant pour les recruteurs. Voilà, comme ça, eux, ils se concentrent sur leur zone de génie, qui est d'échanger avec les candidats, les clients et l'IA s'occupe de tout le reste. Voilà, je pense que c'est OK. une belle vision et ça va aider les gens à être, au bon endroit, donc au bon poste, dans la bonne entreprise au bon moment. On arrive quand même sur un marché plus fluide. Tu me demandais les prédictions tout à l'heure, je pense que les carrières ont tendance à être un peu plus morcelé. Il y a 20 ans, les gens faisaient des carrières de 40 ans dans le même groupe. Voilà, là, les gens vont plutôt être amenés à changer. Alors mon conseil, c'est pas de changer tous les 2 ans non plus. Je pense que ça au bout d'un moment, c'est moins bon pour le CV, mais je pense quand même que c'est plus logique de changer régulièrement de poste, voire même des carrières fractionnées avec des gens qui sont en freelance dans plusieurs entreprises en même temps. Hem, mais voilà, l'IA peut aider à ça, à proposer les bonnes opportunités à tout le monde au bon moment. OK, donc on aura davantage de valeur ajoutée finalement dans ce qu'on fait? Mmh. Oui, je pense et davantage de plaisir même, à mon avis. Oui. Est-ce que tu aurais des personnes, des personnalités avec lesquelles je pourrais échanger sur ces sujets, futur du travail, tech, féminisme? Oui, bah, il y en a plusieurs. Je pense parmi nos clients principalement. Si tu veux t'intéresser encore plus à l'IA et le recrutement, je pense à Vanessa par exemple qui est Head of Talent Acquisition de Sphere, Oui. une grosse ESN, à la pointe sur l'IA, qui gère tout le département recrutement. Elle est haut placée dans l'entreprise, donc elle a beaucoup de réflexions là-dessus. Elle travaille avec LinkedIn sur ces sujets-là notamment. Sinon, je pense aussi à Iman Benaoun heu, qui gère alors c'est beaucoup plus qu'un cabinet de recrutement, mais qui gère tout le groupe Human Skills, qui fait à la fois du recrutement executive search, du placement de personnes en mission, et d'autres services de conseil. Ça peut être intéressant d'échanger avec eux aussi. Et après, si tu veux un point de vue plus technique, nous, la personne qui gère, le développement de nos algorithmes chez nous, c'est Clara Bérard, qui est très forte et qui pourrait répondre à toutes tes questions de manière beaucoup plus technique que moi, qui survole un peu ces sujets. Et bah, avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci mille fois pour, ce temps d'échange et cette richesse et ces actions aussi, parce que tu nous as donné des clés de décryptage hyper actionnables. Eh Merci ben, avec bien, plaisir. Merci pour l'invitation. à très vite. À très vite.